Il existe une 5e dimension, au-delà de ce que l'homme connaît, une dimension aussi tangible que le monde physique et aussi insaisissable que le temps. Sur son territoire s'affrontent le vrai et le faux, l'humain et la machine. Elle se situe entre l'abîme des désirs de l'homme et le sommet de son savoir. C'est une dimension immatérielle. C'est une zone que l'on appelle le Wired. Êtes-vous déjà tombé sur un morceau de média si étrange que vous en veniez à douter de vos capacités cérébrales? Le genre d'œuvre qui, une fois immergé dedans, vous laisse un sentiment d'incompréhension si malaisant, si frustrant, qu'il s'installe dans votre conscience, sans jamais pouvoir en ressortir. Puis, au fil du temps, par un pur hasard, vous vous retrouvez à la bordure d'une ruelle autrefois oubliée. Serial Experiments Lane. C'est cette œuvre que mon esprit avait reléguée dans les profondeurs de mon inconscient, jusqu'à ce qu'elle se libère d'elle-même. Me revoilà plus tard devant cet animé, prêt à sonder ces terres énigmatiques, et en scrutant les interstices de cet océan digital, je découvre un monde qui m'est mystérieusement familier. Dans ces reliques éparpillées sous un ciel cisaillé de câbles, je perçois les résonances de notre époque. L'ère du numérique est une nouvelle étape de la progression de l'humain vers le transcendant. Un âge de progrès où on retrouve des désirs implantés dans l'être humain depuis la nuit des temps. La connexion, celle qui nous lie aux individus, quel que soit l'entourage concerné, celle qui renforce nos passions, nos espoirs, et celle aussi qui étrangement nous éloigne. Notez que dans cet éloignement, on s'éloigne aussi de soi-même. Quand les penseurs cherchaient une façon de passer un nouveau rempart pour l'humain, ils ne pensaient peut-être pas que dans cette quête du progrès, c'est l'humain dans son ensemble qui le rendrait inhumain. Ces thématiques et bien d'autres sont au centre de l'histoire que je vais vous raconter. L'histoire d'une jeune fille qui, à première vue, semble inintéressante. Mais son vécu se dessine au verso d'une autre. Un bouleversement similaire à ces récits existentiels, où l'on plonge en terre inconnue, dans le subconscient d'un monde caché que personne ne soupçonne. Sous les barrières cryptées de ce champ numérique aux limites indéfinissables que l'œuvre nous expose, nous y trouvons nos identités multiples et nos peurs les plus vives, comme si la fiction nous tutoyait d'un peu trop près, nous toisant du regard à travers les lueurs de son interface. Comment appréhender un univers où l'empreinte n'est plus seulement physique mais digitale? Comment comprendre une dimension aussi proche de nous, dont on ne sait rien, mais qui, comme une ombre engloutissant tout sur son passage, est omniprésent dans nos vies? L'écran est devenu notre résidence principale, au point que la réalité et le virtuel se confondent, se grignotant chacun leurs frontières. Mais est-ce seulement une peur irrationnelle envers le progrès? Pouvons-nous imaginer un monde où cohabitent le désir de transcendance et la satisfaction humaine? Je ne peux rien affirmer pour l'instant. Néanmoins, à travers ce même écran où l'on perçoit le visage de Lane, c'est une analyse du monde connecté qui se façonne sous 12 couches de données numériques. Vous, comme moi, allons tenter d'en décoder les lignes, afin de rendre perceptible l'écho de ces murmures grésillants derrière les parois de la machine. You've got mail. You've got mail. You've got mail. Dans un monde comme le nôtre, il n'y a rien de plus banal qu'un mail. Pour la plupart, il s'accumule par milliers dans nos antichambres digitales, tant bien que nous n'y faisons plus tellement attention. Cependant, je crois pouvoir affirmer que rares sont les mails qui proviennent de personnes censées reposer 6 pieds sous terre. Là, évidemment, c'est tout de suite plus intriguant. Les morts, jusqu'à preuve du contraire, ne communiquent pas, surtout pas depuis les méandres des réseaux numériques. Et pourtant, dans un lycée, voilà que ce mail se répand dans chaque boîte de réception, lui donnant des airs de creepypasta, ces lugubres légendes urbaines du net. Néanmoins, parmi ces élèves,
Une semble indifférente à ses agitations. Sans vouloir manquer de délicatesse, on peut s'y attendre à sa première apparition. Une jeune fille frêle, à la coiffure irrégulière, qui a l'air de marcher sans conviction, à contre-cœur, en traversant le champ urbain dans un silence bruyant. Elle longe les parcelles d'ombre dessinées sous le sol, comme pour se tenir à l'écart de je ne sais trop quoi, sous la musique des fils électriques suspendus. Elle ne semble pas non plus supporter les bruitages incessants de son environnement. C'est peut-être de ça dont elle cherche à s'éloigner, les nuisances sonores du collectif. Alors, l'intérêt pour un mail, un phénomène viral, il va sans dire que la dénommée Lane est bien la dernière à se tenir au courant de telles nouvelles. Pour être plus précis, elle ne comprend même pas ces tendances. あんたんとこ来なかった？何？メールだよ。メール？私苦手だから。レイは子供だからね。 La distance entre elle et ses camarades de classe va plus loin que son introversion, car par ses commentaires, on constate qu'elle n'a pas passé son baptême numérique, ce qui lui vaut d'être proscrit au rang d'outsider par sa communauté. なんで泣いてるの？だからヨモダチサからメールが来ちゃったからじゃないよ。チサって？ Parallèlement, il y a comme l'impression que cette isolation déteint sur la psyché de la jeune fille. En regardant le tableau, où la craie marque son territoire, les mots deviennent confus, approximatifs, comme une dyslexie qui choisit de se révéler subitement. Pour ne rien arranger, des mèches vaporeuses se faufilent à travers ses doigts, se répandant par-dessus le local, en dévoilant un message énigmatique. Cette journée était bien étrange. Ce mail, Shiza, ses hallucinations. Lane quitte le lycée l'esprit brumeux. Elle qui au début marchait en périphérie de l'ombre, dérive maintenant à sa surface. Une fois rentrée, la maison familiale est sans âme. Lane n'en dit rien. Le silence encore une fois est bien son seul compagnon. Bien qu'elle pourrait paraître inerte de l'extérieur, l'indélicatesse de ses camarades n'a pas laissé Lane insensible. Ces murmures résonnaient sûrement dans son esprit, quand sortie de sa léthargie, elle regarde comme pour la première fois ce bloc de circuit réduit à siéger à proximité des peluches. À sa vue, la curiosité s'invite au seuil de sa porte. La jeune fille allume avec timidité l'écran de son ordinateur. Puis, surprise, ou pas vraiment. À la lecture de ce mail d'outre-tombe, c'est comme si l'interlocuteur s'adressait directement à elle. Serait-ce une blague de mauvais goût? Une tentative d'apeurer la jeune fille? Shiza, numérisée, continue. Je ne sais pas vous, mais recevoir une déclaration pareille aurait vite fait de me glacer le sang. Loin de moi la volonté d'apparaître dans un thread horrifique de Reddit. Mais Dieu merci, cet appel provenant des limbes du virtuel ne m'était pas adressé. Confuse devant la vitrine d'un autre monde, lorsque Lane sort un instant de sa sidération, elle demande à la défunte le pourquoi de son geste funeste. Elle lui répond. どうして死んじゃったの？ここには神様がいるの。 Il y a de quoi être perturbé. Et comme d'habitude, Lane se retrouve seule face à ses interrogations. Car oui, qui pourrait prêter une oreille attentive à ses questionnements? Son environnement familial n'en a que l'apparence. Une mère distante, une sœur indisponible. Le seul individu qui semble lui prêter de l'attention est son père. Alors posé sur son lit, la lumière bleutée de son écran lui servant de lampe. C'est à pas de loup que Lane se faufile dans la pièce de ce maniaque de technologie, posté derrière une ribambelle de machines.
どうしたレイン。レインがこの部屋に入ってくるの珍しいね。私のナビ新しいのに。 Dans cet univers, Navy est le terme employé pour parler des ordinateurs, similaire à un Mac ou un Windows dont nous sommes familiers. Mais passons. La curiosité, cette chose aussi fascinante que déroutante, celle de Lane la pousse à s'affranchir d'un appareil incapable de contenir l'espace de ce nouveau désir d'exploration numérique. Enfin, Lane passe dans la cour des grands, rappelant les paroles de ses camarades qui la charriaient. Les vœux de Lane nous offrent l'opportunité d'en savoir un peu plus sur ce monde que nous expose son paternel. この世界はね、レイン。リアルワールドでもワイヤードでも人間はみんながつながって、それで社会が動いてる。 Le monde réel, le monde connecté. Difficile de ne pas faire le rapprochement avec les principes qui régissent notre propre monde virtuel. On le nomme le web ou encore Internet, contraction d'Internetwork, qui signifie connexion entre une multitude d'éléments sur un même réseau. Plus concrètement, un réseau mondial interconnecté. Dans l'univers de Lane, ce réseau connecté se nomme le Wire. Cet espace tentaculaire s'est progressivement greffé à ma vision du monde. Et depuis que je côtoie l'œuvre, la notion d'Internet s'est dissoute, absorbée par l'étrangeté familière du Wired. Loin de moi l'idée d'affirmer que le Wired et Internet sont similaires en tout point. Toutefois, dans l'ensemble, leurs fondations reposent sur les mêmes structures conceptuelles. Le web, le Wired, qui nous pousse toujours un peu plus à lucéder nos pensées par maniabilité, y stocker nos souvenirs par crainte d'oubli et communiquer par envie d'exister. C'est un lieu que nous connaissons très bien. Et si la comparaison se justifie, peut-on vraiment croire le père de Lane quand il dit de ne pas craindre ce nouveau monde? Devrions-nous craindre le réseau? Does humanity know what it's doing? No. Eh bien, de toute manière, Lane n'a pas peur. Au contraire, poussée par les sirènes du Wired, elle suit dorénavant les pas du lapin blanc qui s'enfonce dans le terrier. Elle descend, petit à petit dans ce gouffre inconnu, avec une priorité. 会いたい友達がいるの。 Qu'est-ce que c'est qu'Internet? Internet, alors je Un sais pas. système mais- informatique de communication, c'est les nouveaux autoroutes de l'information. Est-ce que vous vous souvenez de votre première plongée dans le net? Je m'en souviens comme si c'était hier. À travers Lane, je vois mes premiers pas sur le web. Car jusqu'à mes 14 ans, je n'avais aucune véritable connaissance de cet espace numérique. Déjà en primaire, je ressentais une forme de honte lorsque je voyais mes camarades s'échanger leur adresse MSN à la fin de l'année scolaire. Moi, je n'avais que les bribes de ces nouvelles formes de communication. Je n'osais pas prétendre m'y connaître. Je tournais mon regard vers le sol, par crainte que les projecteurs choisissent de se braquer sur moi. À un plus jeune âge, les échos que l'on me délivre d'Internet me paraissent invraisemblables. Un navigateur, Yahoo, Google. Quoi, il me suffirait de taper le nom de n'importe quel manga pour que ce dernier s'imprime subitement à l'écran. Non initié, Internet était un océan, et j'étais là à son rivage, figé, mais fasciné. Malgré tout, j'ai bien fini par faire un premier pas, puis un deuxième. C'est sur l'ordinateur de mon ami d'enfance que je découvre la magie virtuelle. Puis à force de plaidoyer, maintes fois rejeté auprès des parents, j'ai fini par avoir mon premier modem installé, connecté à Internet, en compagnie de mon premier Navy. J'étais autrefois bloqué sous le pas de la porte d'un nouveau monde, mais désormais, le portail était grand ouvert. Alors, la main agitée, mon premier clic sonnait comme l'incantation d'ouverture vers une brèche dimensionnelle. Néanmoins, ma descente prenait d'ores et déjà des airs d'obsession. L'obsession qui se manifestait autrefois chez moi, je la vois dans les yeux de Lane. La petite fille qui semblait réticente au début, se découvre une passion pour les réseaux du Wired. De jour en jour, Lane est connectée mais absente physiquement. Elle constate de plus en plus d'hallucinations, et son appétit du digital s'élargit quand elle aurait dû prendre peur.
Lane a changé, et son entourage le remarque. 何してんのよレイン。 Mais aussi, レイン、昨日の夜何してた？だから違うって。だよね。似てない似てない。何？いやさ、昨日の夜サイベリアにレインそっくりな子がいてさ。 la fusion du virtuel et du réel commence à prendre forme. Une autre réalité se constitue insidieusement par-dessus le réel. Vous savez, celle où se met en place le jeu numérique, ce jeu des personas, celui où l'introverti devient extraverti, où les flux d'informations se cumulent dans notre système cognitif et l'identité se fragmente par manque de repères. Dans Psyché, Alice et ses amis emmènent Lane dans un club nommé Siberia. Pour la jeune fille, c'est une première. Pourtant, certaines personnes l'ont reconnue. Comme si cette dernière était cliente régulière du club, à un détail près. Car tout le monde s'accorde à dire que Lane n'a rien à voir avec la Lane qu'ils ont à l'esprit. La Lane du Wired. La concernée n'en a aucun souvenir. Elle n'a jamais mis les pieds dans ce club et pourtant, elle découvre qu'elle fait déjà partie d'un tissu de connexion invisible. Donc, il y avait déjà les hallucinations, ce mail, et maintenant ça. Soudain, des coups de feu viennent sortir l'adolescente de sa confusion. Un jeune homme aux prises d'une drogue se bat contre ses propres démons. Il scande des propos incohérents, totalement hors de contrôle. Puis étonnamment, alors que les gens se ruent vers la sortie, Lane impassible observe le garçon. On dirait même qu'elle le sonde. Bizarrement à la vue de Lane, le visage du jeune se déforme, pris de panique. À ces paroles, Alice en état d'alerte tente de raisonner Lane, qui reste figé sur place. Et plus le garçon s'agite, plus l'irritation se dessine sur le visage de la jeune fille. Visiblement frustrée, elle s'approche d'un pas déterminé vers l'adolescent, et comme une prophétie qui ne dit pas son nom, どこにいたって。人はつながっているのよ。Il y a une chose que je trouve fascinante avec Internet, son immensité. Beaucoup n'imaginent pas la quantité de données dissimulées dans ses profondeurs, cachées derrière des milliards de 0 et de 1, comme les strates d'un monde toujours en pleine expansion. À l'instant où je vous parle, 1 minute s'est écoulée. Pendant ce court instant, plus de 500 heures de vidéos ont été mises en ligne sur YouTube. 5,6 millions de recherches ont été effectuées sur Google et 231 millions de mails ont transité dans les autoroutes du virtuel. Vous rendez-vous compte de ce déluge de données? En seulement 1 minute, se produit une somme gigantesque d'informations qui dépasse les limites cognitives d'un humain en une vie. Le Wired, Internet, ne dort jamais. Et cela a toujours été l'objectif. On dit que les arbres ne poussent jamais jusqu'au ciel. Autrement dit, il existera toujours une limite infranchissable à tout désir d'élévation. Toutefois, l'humain est un spécimen étonnant. De tous les organismes vivants, il est le seul à refuser d'accepter ses faiblesses. Et l'une d'entre elles est peut-être la plus cruelle, c'est l'oubli. À certaines époques, la damnatio memoriae, autrement dit la condamnation par l'oubli, était même l'une des punitions les plus terribles. Si chaque être porte en lui ses écrits, brûler ses pages, c'est réduire son existence en cendres. Cette peur de l'oubli met l'humain face à son existence fugace. Car vivre sans information, sans connaissance du monde et de ses lois, c'est écourter considérablement son séjour terrestre. C'est dans ce flot infini que Lane va plonger. Un univers où l'inconnu n'existe plus. Et bientôt pour elle, cette affirmation ne sera plus qu'une métaphore. Mais de cette peur naît souvent le moyen d'y faire face. Des penseurs et philosophes constatant la difficulté de l'humain à préserver ses savoirs ont longtemps fantasmé l'existence d'un réseau capable de contenir la totalité, ou au moins une partie des connaissances humaines. Un système accessible à n'importe quel humain, en tout temps et en tout lieu.
Une bibliothèque d'Alexandrie protégée du feu de l'oubli. Voilà ce que représente le réseau informatique mondial. Depuis, ce fantasme s'est concrétisé. Une nouvelle ère de possibilités s'est ouverte à nous. Une époque digitalisée. Mais l'humain, peut-il gérer les effets d'un outil aussi puissant ? Dans l'épisode intitulé « Religion », l'obsession de Lane pour le réseau s'élargit. Le Wired n'est plus pour elle un simple espace de conversation, il devient un prolongement de son corps. Nous sommes passés d'un Navy discret dans un coin de la chambre à une armada chaotique d'écrans. Des fils électriques serpentent aux quatre coins de la pièce comme une horde de reptiles venimeux. Dans cette jungle numérique, les appareils qui tournent à plein régime offrent à ces derniers un climat réconfortant. Et quelquefois, son père au seuil de la porte observe ce spectacle inquiétant. À l'école, un nouveau drame sorti du Wired secoue les élèves. Une âme de plus se serait débranchée. 高等部の3年の先輩が自殺したって。 Comme d'habitude, on se tourne vers Lane. ね、レイン？ Sauf que cette fois, le regard de Alice posé sur Lane s'interroge. Quelque chose a changé chez la marginale. Puis lorsqu'on lui parle du sujet du jour, étonnamment, レインがそういうの聞いてるわけないよね。自殺のこと知ってんの？あんたが？本当？っていうか、私も聞いただけ。 la petite Lane a rattrapé son retard numérique. Elle a même surpassé ses amis, qui sentent bien que son comportement a changé. Si une partie de ses camarades voit ça d'un bon œil, l'intuition d'Alice s'y refuse. Lane est toujours aussi déconnectée des autres, mais ici de manière atypique. Elle connaît ce phénomène qui se produit quand l'esprit d'Internet infiltre notre conscience. Il nous rend plus connectés que jamais, mais nous éloigne de la réalité. Le réel n'est plus aussi stimulant. Sur le Wired, Lane a trouvé un refuge, celui qu'une personne introvertie peut rechercher dans un environnement scolaire trop exigeant, bruyant. Lane n'a pas tant de facilité à se lier aux autres. À leurs yeux, elle est trop calme, trop bizarre. Autour d'elle, les interactions sont rares. Ils semblent n'avoir lieu que par intérêt, ou pour lui demander d'un ton poli si ça va, comme si sa simple présence réveillait chez eux leurs propres insécurités. Le virtuel offre un champ de possibilités infini. Il transforme les individus en profils, des identités choisies, façonnées pour refléter ce qu'ils souhaitent que les autres perçoivent. Le j'aime devient nouveau marqueur d'attention. Le commentaire fige une pensée passagère en identité, et les emojis tentent d'ajouter un vernis d'émotion authentique. Ainsi, quand Lane se lie d'amitié en ligne, elle découvre ce lien invisible qu'elle observe parfois entre ses camarades de classe. Lorsqu'elles discutent entre elles, ces instants où le malaise s'efface, où l'œil timide s'étonne de la facilité avec laquelle certains vont vers les autres, sans se torturer l'esprit. C'est en ligne que Lane se découvre réellement vivante. L'anonymat numérique atténue ses émotions, vernit ses angoisses, les recouvrant d'une couche reluisante, presque apaisante. Ces nouvelles interactions déteignent sur son attitude au quotidien. Lane sourit, se montre plus enjouée. C'est une amélioration de surface puisqu'en vérité elle s'éloigne, silencieusement, se détournant peu à peu de la réalité. 一人ぼっちばっかじゃ暗い人生になっちゃうぞ。でも一人じゃないよ。みんなが来てくれるの。あ、そうじゃなくて私が行くのかな。なんだ、ワイヤードのこと？ネットパルなんて所詮友情なんか生まれないもんよ。 L'amitié en ligne, si cela relevait autrefois de la science-fiction, plus personne aujourd'hui ne s'en étonne. Les relations virtuelles se concrétisent parfois même dans le réel. Mais là où naît le lien, surgit aussi le risque. Lorsque des personnes vulnérables et isolées croisent la route d'individus aux intentions bien définies, que ce soit dans des forums, jeux vidéo, voire dans des groupes Telegram, partout où l'humain se rallie en groupe, le pire est à portée de main. Dans le Wired, on apprend plus tard le nom de ce mystérieux réseau d'amitié auquel Lane s'est lié. Les Knights, un groupe de hackers anonymes, omniprésents dans le Wired. Leur objectif ? Fusionner le Wired et le réel. Et pour l'instant, on peut dire que leur projet progresse. La frontière entre réalité et virtualité s'effrite lentement mais sûrement. On en perçoit déjà les effets dans un jeu en ligne très populaire chez les jeunes. Un univers addictif, où chaque clic est une décharge incontrôlée de plaisir chimique. 何が面白いのさ。
他のプレイヤーを殺してばっかり。 À force de jouer, ils deviennent incapables de s'en détacher. Leur comportement s'altère, plus nerveux, plus agressif. Ils ne savent jamais vraiment qui se cache derrière les avatars qu'ils combattent. Puis quand le masque tombe, il est trop tard pour s'en rendre compte. 僕ただ怖かっただけでちっちゃい子だったなんてそんなの僕悪くないですよだって全然知らなかったし Entre-temps, Lane se montre de plus en plus présente dans le Wired. Connectée jour et nuit, elle scrute chaque parcelle d'informations. Sa chambre ressemble désormais à une grotte moderne, complètement coupée du monde extérieur. Les écrans clignotent sans repos, et son regard, rivé à la lumière bleutée, semble imprimé de pixels. Son père, encore une fois, n'est pas dupe. Il sent qu'il est en train de perdre sa fille. Ce qu'il percevait autrefois comme un simple éveil technologique prend la forme d'une dissolution dangereuse. Alors, constatant cela, il lui dit l'une des phrases les plus marquantes de l'animé, autant pour Lane que pour nous. 随分慣れてきたようだね。ワイヤードとの付き合い。うん。一つだけ忠告しておこう。え？ワイヤードはあくまでも情報を伝達し、コミュニケーションするための空間、リアルワールドと混同してはいけない。C'est l'une des multiples conséquences de l'ubiquité numérique, l'omniprésence constante du réseau. À l'émergence d'Internet, il n'y avait pas véritablement de réseau au sens moderne du terme. Les chatbox ou autres moyens de communication existaient certes, mais sans l'impact massif qu'on leur connaît aujourd'hui. Le Navy, l'ordinateur qui nous permettait de naviguer sur le web, était pour la plupart fixe, figé, piégé par la rudesse de sa carcasse. Il y avait une limite à ce monde, et les deux côtés de la barrière, celle du physique et de l'immatériel digital, étaient bien définis. Néanmoins, le progrès technologique n'attend pas qu'on s'y adapte. Il avance sans concession. Avec les téléphones intelligents, les ordinateurs portables, une autre porte s'est ouverte. Et comme par magie du jour au lendemain, le monde s'est retrouvé dans la paume de nos mains. Plus moyen d'y échapper. Le champ digital ne recouvre plus seulement les foyers, mais les consciences. À mesure qu'une hyper-réalité se greffe à la nôtre, nos esprits lentement s'y infusent. Dans cette marmite virtuelle aux frontières floues infinies, nos pensées s'impriment peu à peu dans les réseaux. C'est ce que nous montrent ces différents passages de l'animé, un bal des consciences orchestré sur la toile, passant d'une conversation à l'autre, sans cohérence, soutenu par des milliers de câbles. 届いたレジュメにあった内容は当該の情報が含まれておらず、現在対応を検討しているところです。記者によりました。キスするのが好きなの。それだけで幸せになれる。 Comme les connexions neuronales d'une machine qui commence à se libérer de ses créateurs. Sachant cela, les craintes du jeune homme n'étaient peut-être pas si exagérées. Quand le père de Lane lui fit cette mise en garde, Lane est déjà bien enfoui dans le terrier. À l'instant, impossible de la déloger de son obsession. C'est d'un ton arrogant et moqueur qu'elle balaye d'un revers de la main les paroles de son père. Gonflée d'assurance factice, elle se retourne le regard noyé dans le bleu spectral de l'écran. Encore une fois, absorbée. 違うよ。え？そんなに境界ってきちんとしてないみたいだよ。もうすぐ中に入れるんだよ。フルレンジ、フルモーションで私をメタファライズさせて。心配しないで。私は私だもの。そうかな。 Dans la dissolution identitaire, on peut cibler 2 points. L'adaptation, voire la fusion, ou l'annihilation. Cette dite fusion est celle de Lane, car Lane, jusqu'à là, n'a pas grandi avec les nouveautés du Wired entre les mains. Raison pour laquelle, dès le début, on l'a présentée comme une marginalisée, exclue du groupe des jeunes modernes. Elle n'était pas branchée. Pourtant, une première étincelle d'intérêt a suffi. Une impulsion qui l'a poussée à jeter un regard vers ce monde, qu'elle ne percevait chez les autres qu'à travers le regard enduit par l'habillage numérique des écrans. Comme la légende d'Alice au pays des merveilles, elle choisit de suivre le lapin blanc sur un chemin initiatique qui lui relève une réalité jusqu'à là insoupçonnée.
Les murmures du réseau ont réussi à atteindre ses tympans alors qu'elle y était insensible. Elle s'est adaptée aux divinités numériques et à leur révolution. Elle a fusionné avec la cadence effrénée de leur algorithme, qui transforme les personnes en avatars, les pensées en données et les mémoires emprisonnées dans un nuage numérique. Désormais, Lane n'est pas simplement présente dans le Wired, elle y est omniprésente. Une sorte d'oracle ou de divinité, autour de laquelle gravite une nouvelle religion. Dans une scène, Lane converse avec un hologramme, la projection spectrale d'une poupée qui semble reconnaître en elle l'incarnation du Wired. L'échange relève de la révélation, quand Lane demande「ねえねえお話しして私が知らないこと」L'hologramme répond comme une évidence. あなたが知らないことは存在しないことだわ。存在しないお話なんて私はできないの。分かってるでしょ? C'est loin d'être une énigme balancée au hasard, mais un principe. Car dorénavant, il semble que dans le Wired, le savoir de Lane définit les contours de la réalité. Ce que Lane ignore, par essence, n'existe pas. Quelque chose de plus grand est en train de marquer le monde, comme une prophétie. Mais si elle en est le prophète, alors, 誰が予言をするの? comme dans tout groupe qui se crée, une forme d'endoctrinement finit par émerger. Au début, tout semble correct, respectueux des limites de chacun. Mais très vite, les premières salves idéologiques apparaissent. Celle des Knights, simple et radicale, nous l'avons déjà mentionné. Le corps n'a plus d'importance dans le nouveau monde digital. Il faut rejoindre le Wired, là où la mort n'existe plus. Lane a déjà intégré cette idée, même si des doutes persistent encore. Mais pour l'instant, elle reste encore maîtresse de sa conscience. なんだ誰か来てんのかと思った。誰かって？レインの空想のお友達とかね。 Mika a vu Lane changer, sans jamais trouver les mots pour exprimer son inconfort. Mais bientôt, c'est elle qui va basculer. Elle est la première victime de cette idéologie de la dépossession du corps. Au début, je ne comprenais pas très bien ce personnage. Je pensais percevoir ce que les auteurs tentaient d'explorer à travers elle, en voyant son attitude, celle d'une adolescente distante, facilement irritée, encore en train de construire son identité. Elle ne prête pas du tout attention à sa petite sœur, qu'elle considère d'ailleurs comme bizarre. Elle aussi, à sa manière, est déconnectée. Jusqu'au moment où je remarque que sa déconnexion n'est pas due à son attitude, ni à un tempérament réservé comme celui de Lane, mais bien à son inadaptation au réseau. On pourrait me dire que c'est exactement pareil pour Lane, mais à un détail près. Son alphabétisation digitale n'a pas été freinée par un manque de compréhension, mais par un manque de curiosité. Il lui aura fallu une énième critique de ses camarades et de ce mail mystérieux pour que Lane finisse par franchir le pas. Pour Mika, c'est une toute autre histoire. Nous sommes face à une perte de repères marquée par un désintérêt total. Elle navigue à contresens d'un monde en pleine mutation. L'univers digital pour elle s'apparente à un langage indéchiffrable, visible mais insaisissable. Mika est le miroir inversé de Lane, et dans l'épisode Distorsion, on assiste à son annihilation. Je cite, « Dans le paysage à venir, hautement programmé, vous devrez soit créer le logiciel, soit être le logiciel. Choisissez la première option et vous accédez à un panneau de contrôle de la civilisation. Choisissez la seconde et cela pourrait bien être le dernier véritable choix que vous ferez. » Mika est une victime passive. Elle ne hait pas la technologie ni le Wired, mais elle ne s'y adapte pas aussi naturellement que Lane ou d'autres. À l'écran, elle devient pourtant la première victime de la prophétie numérique des Knights. Pourtant, au vu de certains éléments visuels, il semble bien qu'une force invisible tente de lui mettre en main les outils de sa libération. Ici, avec ce message, cette scène où elle aperçoit Lane au milieu du boulevard. Mais à chaque fois, Mika détourne le regard. Voyez-vous, elle a toujours été ainsi. Même lorsque le passage se libère et que les feux passent au vert, elle n'est pas encline à avancer. Le problème dans un monde hyper connecté, c'est qu'il devient un guide mathématiquement optimisé de nos gestes, un phare dont il est presque impossible de s'éloigner. Ceux qui refusent la direction commune deviennent des parias. Leur existence physique n'est plus jugée assez concrète.
car le corps physique devient un hologramme d'information, réduit à un simple pack de données. そもそも肉体、人間の脳の活動はシナプスの電気伝達によって引き起こされている極めて物理的な現象に過ぎませんからね。Refuser d'entrer dans la valse, c'est refuser d'exister pleinement. 肉体の存在理由はそうやって自己の存在を確認するためにあるだけ。Des victimes passives d'un nouveau monde désormais bâti autour de ces outils numériques. Comme si, en refusant consciemment ou non d'adhérer à la nouvelle technocratie, elle refusait aussi d'évoluer. ネオテニーである人類はもはや進化できないとする学説がある。もしそれが本当だとしたら、なんと愚劣な生き物に進化してしまったものだ。Pour Mika, le mauvais présage se réalise. Comme Lane à ses débuts, elle commence aussi à être perturbée par des phénomènes étranges. Son identité sociale et familiale se délite, sans qu'elle puisse comprendre pourquoi. En observant sa sœur, elle se découvre en marge de cette nouvelle identité que Lane façonne, toujours plus enfouie dans les labyrinthes du Wired. Dans le réseau, la popularité de Lane s'élargit. On dit « aimer Lane » comme un mantra envers une figure qui s'adapte comme un caméléon aux tendances digitales. Mais pour Mika, chaque instant confirme son insignifiance grandissante dans ce déluge. Comme Lane autrefois, elle commence à perdre pied. Son autonomie mentale se fragmente. Partout, elle lit des messages prophétiques sans en comprendre le sens. C'est à croire qu'elle est coincée entre deux mondes qui entament leur fusion. Dans cette alliance illégitime, le corps physique n'a plus d'importance. La conscience peut être manipulée, reprogrammée, effacée. Ce mauvais présage était donc vrai, et la prophétie également. Tous ceux qui ne s'adaptent pas au réseau finissent engloutis. Dans la dernière scène, Mika désemparée pénètre dans le foyer familial. Elle pense y trouver refuge, mais à son grand étonnement, face à elle se tient son propre reflet. Non pas le rejet d'un quelconque miroir, positionné stratégiquement, mais la chair de sa chair. Dans l'espace présent entre ces deux corps, il n'y a plus de cohérence psychique, juste une sorte de délire auquel la réalité se soumet. L'œuvre fait de nous les spectateurs de ce spectacle d'illusion. Puis tandis qu'elle s'efface devant sa propre image, une autre spectatrice fait son entrée. どうしたの？別に何でもないよ。 Comme le désiraient les Knights, Mika est reprogrammée selon les règles du Nouveau Monde. Ce qui lui arrive n'est pas une simple anomalie dramatique, ni même l'excentricité d'un scénario cyberpunk, non. C'est l'écho d'un plus large phénomène. On dépasse le cadre d'une simple fiction. La frontière des mondes recule à chaque conscience connectée, à chaque fragment perdu dans ce vide. Lane perçoit les réverbérations de sa disparition, sa digitalisation. Dans la réalité, Mika est présente. Elle parle, bouge, mais dans les faits, elle n'est plus qu'une coquille vide, hors ligne dans tous les sens du terme, perdue dans les limbes invisibles du virtuel. Dans ce monde où l'on se souvient de tout, certains disparaissent comme s'ils n'avaient jamais existé. C'est peut-être là la véritable damnatio memoriae du Wired. 了解。ピーピーピー。ただいま更新中。あなたも傷つきたいの？心をやすりにかけられるような思いがしたい。だったら絶対に目を背けないで。J'ai utilisé la notion d'hyper-réalité, une notion essentielle, car elle pousse la compréhension de l'œuvre encore plus loin. Mais avant, comment définir la réalité ? On peut supposer la réalité comme impersonnelle. Dedans, nous sommes sujets à l'imprévu et l'instabilité naturelle du monde. Cette réalité ne s'adapte pas à nous. C'est à nous de nous y adapter. Dans ce cas, qu'est-ce qu'une
hyper-réalité. Dans les mots du théoricien du réel, Jean Baudrillard, l'hyper-réalité désigne une réalité copiée, mais dont l'origine n'existe plus. Une représentation si bien superposée à son modèle qu'elle finit par l'éclipser. Il est possible de distinguer cet effacement dans plein de sujets différents. Un exemple concret et simple d'hyper-réalité pourrait être la télé-réalité. La télé-réalité, contrairement au nom qu'elle porte, n'a rien de réel. Les scènes y sont scriptées, les conflits provoqués, les décors entièrement fabriqués. Ce que l'on voit à l'écran n'est pas la réalité, mais une reconstruction optimisée et augmentée du réel. La télé-réalité fonctionne ainsi. Une version augmentée du réel, taillée pour le regard de l'observateur. Le monde virtuel agit lui aussi comme tel. Il nous offre un contrôle total du réel, grâce à une version éditée de soi-même. C'est l'échappatoire moderne parfait. Au fil du temps, des générations, la réalité n'arbore plus du tout le même vêtement. Pour quelqu'un comme moi qui ai grandi dans l'ère des réseaux sociaux, cette idée fait sens. Dû à mon retard numérique et tempérament introverti, j'étais le genre d'adolescent qui ne postait jamais de photos sur les réseaux sociaux. Pas de clichés de ma dernière sortie, pas d'images de mes nouvelles acquisitions. Mais je ratissais assez les réseaux sociaux pour tomber sur cette phrase. Si tu ne l'as pas posté, est-ce vraiment arrivé ? Bien que tirée d'un mème, en apparence anodin, cette phrase illustre parfaitement l'hyper-réalité que l'on tente de saisir. Cette fausse réalité, qu'on ne peut plus désigner comme fausse, tant elle s'impose comme norme. C'est parce que le réel, nous arrivons en fait à l'hyper-réaliser, c'est-à-dire à expurger toute illusion dans une forme opérationnelle de la réalité. C'est pour ça que le système lui-même mène le réel à sa perte. C'est le système lui-même qui extermine la réalité. Les plateformes digitales pullulent de ces variantes du réel que nous avons fini par accepter, parfois malgré nous, au nom de l'interactivité dans la grande danse numérique. Un geste aussi simple que la publication d'une photo n'est plus seulement une capture du présent, d'un souvenir. C'est devenu un moyen d'interagir, parfois même le moteur du moment lui-même. Et ce phénomène ne touche pas seulement les individus. Les tendances esthétiques, les publicités aussi, ne se calquent plus sur le réel. D'ailleurs, elles ne l'ont jamais été, mais à l'ère de la communication digitale, ils sont des fantasmes générés par les médias numériques. Ceux-ci ne sont plus seulement diffuseurs d'informations au sens traditionnel, mais contribuent directement à la fabrication et renforcement d'une réalité dominée par les codes algorithmiques, les images et les symboles numériques. De là notre perception du corps, de la beauté ou du succès n'a plus de référent réaliste, tout comme les profils que nous construisons dans ces espaces numériques. Il y a un temps où le regard se fiait à l'observation directe. Dorénavant, une photo de soi sur Internet devient la référence principale. Lorsque l'image suroptimisée rencontre le réel, cela nous paraît absurde. Le profil ne correspond pas à notre réalité. Et l'usage des filtres et des possibilités de retouche à disposition accentue le mirage. Texting, email, posting, all of these things let us present the self as we want to be. We get to edit, and that means we get to delete. And that means we get to retouch the face, the voice, the flesh, the body. Not too little, not too much, just right. Avant de jeter le blâme sur quelconque personne, peut-on vraiment en vouloir à des individus devenus les proies de stratégies d'influence extrêmement ciblées, de vouloir y correspondre ? C'est, je pense, l'une des preuves les plus évidentes que la réalité n'occupe plus la place absolue qui lui était réservée autrefois. Donc c'est à la fois un crime contre le monde réel qui devient une fonction inutile, bien entendu. Le succès des contenus produits par intelligence artificielle augmente aussi notre confusion. Le doute a toujours fait partie du voyage numérique, ne fût-ce que pour éviter les arnaques. Mais à présent, même ceux éduqués aux images digitales ne distinguent plus aussi facilement la mise en scène. Angela Carter here, live from the Cedar Grove flood disaster. Just kidding, I'm not real. Il est devenu désormais impossible de discerner le faux du vrai et le vrai du faux. Tout est placé sous la coupe du scepticisme. Dans ce bouleversement, le monde devient une simulation.
Et la simulation, elle sert à une chose, rendre l'imparfait parfait. Reprendre le monde tel qu'il a pu être et très imparfait donc, et le porter à la perfection. En refaire un monde identique, à l'identique, parfait, où nous serions nous aussi des êtres immortalisés par la technique, quoi. Les moniteurs d'écran ont remplacé nos pupilles, devenus partie intégrante d'une nouvelle machine mi-cyborg mi-humaine. On ne peut plus relier les outils numériques à de simples broutilles, qu'il suffirait d'optimiser pour éviter ces effets pervers. Toute invention humaine révèle quelque chose sur sa condition. Si ces artefacts sont devenus pour l'humain une extension de lui-même, observer les habitudes numériques d'autrui, c'est s'offrir un voyage à travers ses angoisses, ses complexes et ses désirs cachés. En cela, la machine nous questionne sur nos propres paradoxes. Ainsi, naviguer sur les réseaux, c'est insuffler une part de soi dans la machine. L'écran, en retour, nous renvoie un reflet de nous-mêmes altérés, quelquefois corrompus. Et résider trop longtemps dans ce monde nous drape délicatement du voile de la dépression. Et c'est dans cet espace instable, entre images maquillées et identités fissurées, qu'un autre phénomène se renforce, la solitude. Quand Lane sortait euphorique de toutes ces rencontres digitales, elle pensait pouvoir répliquer cette affinité dans la vie réelle, se servant du web comme terrain d'exercice. Toutefois, elle comprend vite l'envergure du fossé qui sépare le comportement digital et le réel. Et le contresens de l'hyper-réalité, c'est qu'il est extrêmement épuisant d'y vivre. Nos émotions y sont coincées dans une boucle d'immersion virtuelle où ils stagnent, dans une mare de récits infinis. Nos émotions dedans ne peuvent rester sains. D'ailleurs, ils sont même aseptisés. でも私たち変だよ。私たち昨日人が死ぬのを間近に見たんだよ。それなのにまるで映画でも見たくらいの感覚でいる。だって昨日の夜確かに私たちあそこにいたけどさ、なんかリアリティがなかったって気がする。そうじゃなくて深刻に受け止められないから変だって。 Ici, on y passe le plus clair de son temps à se fragmenter, voire se multiplier, pour pouvoir rendre le tout cohérent et authentique. Je peux passer pour le plus confiant des individus, ou le plus moraliste, et m'épuiser à force de combler chaque fissure susceptible de révéler la supercherie au monde. Lane, par exemple, a elle aussi ses différentes personnalités. On nous les présente comme telles. Lane, la petite fille timide introvertie, ancrée dans le monde réel. Ensuite, la Lane du Wired, celle qu'elle incarne sur les réseaux, plus téméraire et confiante. Et enfin, la personnalité sombre de Lane, qui, dans les propres mots de la jeune fille, est tout ce qu'elle est à propos d'elle-même. 3 personnalités, mais une multiplicité de personas. Ici, on le montre sur ses différentes figures, portant toutes le visage de Lane, inerte comme les résidus de ses voyages sur le net. Elle a beau ne pas y croire, mais c'est un fait. Tous ces fragments sont les puzzles d'une même boîte, tout comme l'abondance de rôles que l'on revêtit sur les différents hôtels virtuels. Certains l'appellent le paradoxe de la connectivité. Être connecté à tout un réseau de points qui semble converger, mais se sentir seul, et voir ses liens sociaux s'affaiblir. D'un côté, on désire ardemment distinguer notre reflet dans le regard de nos pairs. C'est inscrit dans nos gènes, comme on se construit à travers les yeux de nos parents. Pourtant, dans notre cas, quelque chose bloque, car toutes ces volontés ne sont possibles qu'en acceptant un risque essentiel, celui de la vulnérabilité. Le piège des réseaux dits sociaux, c'est qu'ils nous offrent l'avantage d'écarter cette variable de notre équation intérieure. Ainsi, le virtuel influence le réel, car il en modifie les perceptions. Dans notre refuge digital, on peut avoir la complicité sans l'intimité, qui se marie souvent au risque d'être blessé. On peut se créer des identités imaginaires dans la gigantesque scène du spectacle virtuel. Mimer la richesse, la camaraderie, l'amour derrière des sourires pixelisés. On ne mesure pas assez vite l'impact individuel de ces mirages sur notre psyché. Certaines personnes se sentent plus vraies à travers un écran que dans la vie réelle, car moins jugées, vulnérables. Tout est stimulé par des émotions extérieures, mais plus rien ne provient de stimulation intérieure. L'homme n'est plus qu'un flux de signes, dans un monde où la mort n'existe plus. On se retrouve isolé et émotionnellement vidé, puisqu'en cherchant l'exploration de soi à travers les réseaux, on assiste plutôt à la fuite de soi. Lane en est l'exemple concret. Plus le Wired s'empare de sa personne, plus son identité se fissure. Dès qu'elle éteint l'écran de son Navy,
Elle se sent de plus en plus vide. Ses camarades de classe le remarquent aussi. Elle redevient la petite Lane timide des débuts. Le Wired, dès le début, était un échappatoire qu'elle confondait avec le vrai monde. Dépossédée, fusionnée à la machine, elle reste seule dans ce cosmos digital infiniment grand, où les interactions sont réduites à des interfaces. Dans Protocole, nous découvrons aussi les dérives éthiques que ce monde virtuel engendre. En plus de la crise intérieure, il envahit notre intimité. C'est même un mot qui n'a plus vraiment de sens dans les autoroutes d'Internet, où les données s'échangent de façon exponentielle. On nous le montre lorsque la mauvaise Lane pénètre l'intimité de Alice, en révélant ses secrets les plus sensibles. Ici, action et responsabilité n'ont plus le même poids, surtout lorsque l'on pense agir sans conséquence, dans l'anonymat du net. Comme cette citation l'indique, la technologie se propose comme l'architecte de nos intimités. Dans le film Kairo, Kiyoshi Kurosawa dépeint un monde moderne où la technologie s'est infiltrée dans le quotidien. Il explore l'isolement qui en découle à travers les manifestations lugubres d'entités revenues d'entre les morts, surgissant des tréfonds du numérique. Dans le récit, ceux qui visionnent une certaine vidéo sont frappés d'une malédiction. Résultat, les protagonistes se retrouvent confrontés aux angoisses existentielles, celles-là même que le progrès promettait pourtant d'éradiquer. Au-delà des écrans, on se sent observé tout en étant observateur. Ce sentiment particulier, on peut sans peine l'associer au réseau, où la frontière entre réalité et virtuel devient indiscernable. Dans ces mondes, la technologie qui à l'origine devait servir l'humanité envahit le réel et efface toute profondeur d'existence. Voilà le danger de la simulation digitale. L'ordinateur crée des cyberespaces filtrés, contrôlés, où se développe un rapport esthétique au monde plutôt qu'un rapport rationnel. Le net nous donne l'illusion d'un contrôle sur notre condition que nous n'avons pas dans la vraie vie, grâce au réservoir d'outils numériques à notre portée. C'est une chambre d'écho qui nous éloigne un instant des pensées parasites du quotidien. Par un clic, par un simple glissement du doigt. Le mot d'ordre rejoint l'idéologie des Knights. Ne pensez plus à vos failles, ni même à vos malheurs, ni même à l'avenir. Après tout, la chair n'a plus d'importance. Nous ne serions que les hologrammes de nos personnalités en ligne. Et en parlant des Knights, il y a des scènes où Lane entend une voix qui lui parle. Cette voix se fait plus insistante au fur et à mesure qu'elles se font dans le Wired. Le murmure insidieux qui prétend aussi être Dans ce cas, Lane serait-elle l'oracle d'un dieu du Wired? Ce prétendu dieu est aussi celui qui se cache derrière le groupe des Knights. Nous n'avons jusqu'ici évoqué qu'un aspect de ce collectif, leur idéologie de la désincarnation. Mais nous n'avons pas encore abordé le pourquoi. Alors allons-y. Si l'on résume le Wired, c'est un champ de conscience interconnecté, où se mêlent souvenirs, émotions et fragments d'être. Dans le monde virtuel, ces éléments deviennent des données. Dans le monde réel, ils représentent l'intégralité d'un individu. Ces éléments sont les projections d'expériences intimes, digitalisées, dès que l'on franchit la barrière de l'écran. Et ça, les Knights et Eri l'ont bien compris. Ils ont saisi que le Wired n'était pas seulement un espace numérique, mais le nouvel espace de la réalité humaine, au-delà des frontières de l'ego et du corps. Cette prise de conscience mène à une seule chose, la reprogrammation. Reprogrammer, contrôler l'inconscient collectif.
Your reality is already half video hallucination. If you're not careful, it will become total hallucination. You'll have to learn to live in a very strange new world. 立花総研の主任研究員だった永利正美は地球を覆うニューラルネットワーク仮説をさらに進化させ、地球上の人間は全てデバイスすらも必要なくワイヤレスネットワーク上に無意識下に配置されるという仮説を発表した。そんな惨めな人間で居続ける必要はないんだ。抜け出すための出口だけは人間はやっと生み出せたんだからね。何のこと？ネットワーク、ワイヤードのことさ、レイン。Le terme d'inconscient collectif est théorisé par Carl Jung dans son recueil L'âme et la vie. Il le conceptualise comme ceci. Nous avons deux types d'inconscient. Un inconscient personnel, où existent nos expériences personnelles refoulées, nos doutes, nos frustrations et d'autres. Et un inconscient collectif. Dans ce dernier, y réside la psyché universelle de l'humain. Cette théorie implique que nous serions tous reliés à un niveau transcendant les cultures et les peuples, par un domaine partagé de symboles, archétypes et d'instincts profonds. Ces traits émergent dans les mythes, les contes de fées ou encore les rites culturels que l'on peut reconnaître chez chacun. Prenons l'exemple du serpent. Dans de nombreuses mythologies, le serpent y apparaît comme un symbole ambivalent. Il peut à la fois être destructeur ou incarner la renaissance. Il peut à la fois soigner comme se jouer de nous. Chez les Grecs, il est le bâton d'Asclépios, le dieu de la médecine. Sur la terre des pharaons, on retrouve le terrifiant Apophis, ou encore dans la Bible, l'être de la corruption. Enfin, vous comprenez l'idée. Ces conceptions prennent différentes formes, significations, mais le symbole du serpent est profondément enraciné dans l'inconscient de l'humanité. Ainsi, afin de briser les fondations symboliques de l'être humain, contrôler cet inconscient est le but ultime de ce Dieu autoproclamé et de ses apôtres. C'est le règne du tout dématérialisé, la désincarnation de l'individu, rendre ce dernier contrôlable et surtout reprogrammable, selon l'idéologie qu'il pense comme vérité. Chaque donnée que l'humain expose inconsciemment ou non dans le virtuel est une information capitale. C'est un moyen d'en tirer profit, d'avoir une emprise psychologique et spirituelle sur sa conscience. Celui qui détient une quantité non négligeable de données sur les individus d'une société détient là un pouvoir d'action et d'influence gigantesque. Et la lutte pour nos données est une bataille qui se déroule aussi bien dans le Wired que dans notre monde. No, because computers rule the world today, and the fellow that can fool the computer can rule the world himself. Revenons-en à Lane. L'épisode Infornographie s'ouvre sur des flashbacks. Les événements passés qui tournent en boucle dans l'esprit de la jeune fille. Lane se questionne de plus en plus sur son identité. Elle est possédée par la même angoisse existentielle que Mika. Elle ne distingue plus la réalité, ni même sa propre existence. Et nous aussi, dans ce nuage de confusion, nous nous demandons, qui est-elle vraiment? Est-ce que Lane est encore elle-même? Souffre-t-elle de troubles psychiques? Ses multiples personnalités ne seraient-elles qu'une parabole de la fragmentation du réel? À force de plonger dans les tréfonds du Wired, à se perdre dans le jeu des identités et des masques numériques, comment distinguer le réel? Dans cet état d'esprit, Lane décide de télécharger les données contenues dans le Wired dans son propre cerveau. Elle pense ainsi rassembler ses souvenirs, ses émotions et reprendre souveraineté sur son être. En agissant ainsi, elle nous ressemble. Confrontée au flot d'informations, scrollant sans fin, vidée de toute substance, happée dans les limbes du numérique. Les câbles deviennent organiques, nouvelle composante de sa transformation cybernétique, une ode à la nouvelle chair, comme dans le film Vidéodrome, où là aussi la réalité de l'écran se fusionne à la réalité physique. Par cet acte, Lane brise la frontière entre le Wired et le réel, et devient omniprésente dans les deux. Elle obtient un contrôle majeur de la conscience universelle partagée. Le virtuel, à cet instant, lui permet de modifier les événements qui aussitôt impactent le réel. Alice,
la seule camarade que Lane appréciait devient un point crucial. Quand cette dernière est victime d'une rumeur lancée par la personnalité voyeuriste de Lane, Lane utilise son pouvoir pour effacer cet événement. Une fausse info transformée en illusion collective. Mais dans cette illusion, Alice et Lane restent les seuls à ne rien oublier. Si la réalité peut être perturbée, voire remodelée par le monde digital, alors dans quelle réalité nous sommes vraiment ? Quand Lane se confronte à Eri, on découvre sa véritable nature. Lane, 君はソフトウェアなんで、ハードウェアなんかじゃない。ソフト。そう、実行プログラムなんだ。肉体を持ったね。Lane ne serait pas qu'une simple humaine, mais un software, un programme. Elle aurait été conçue pour briser les frontières entre le monde physique et le Wired. Et c'est justement celui-ci qui commence à s'effondrer. Les câbles se décomposent, les tours s'écroulent. Un cataclysme se prépare, la naissance d'un nouveau monde. Dans ce monde, il n'y a plus d'échappatoire au réseau. Il domine chaque parcelle de nos vies. La prophétie de la désincarnation défendue par Eri plane comme une menace. Elle prétend que la véritable transcendance se trouve dans la codification de soi, dans un monde sans restriction, totalement libre. Mais ce même Eri est mégalomane, instable et narcissique, une caricature d'un homme qui se prétend Dieu. Il pense avoir dépassé son ego, mais il est totalement dominé par lui-même. Comme tant d'antagonistes qui tentent d'échapper à leur nature humaine, il se condamne lui-même par sa propre ignorance. Eri rejoint la lignée de ces pharaons et de ces hommes qui, croyant s'élever au rang divin, tombent dans leur propre folie. Sa vision est claire. Ton esprit est un logiciel, programme-le. Ton corps est une enveloppe, modifie-la. La mort est une maladie, guéris-la. Un manifeste du transhumanisme qui rêve de reprogrammer les conditions de l'existence pour dépasser les limites biologiques. Et pourtant, dans tout ce délire cyberpunk, c'est Alice qui incarne le plus l'humanité. Alice, celle pour qui Lane a voulu modifier la réalité. Alice, qui a toujours montré de l'empathie et de l'inquiétude pour Lane. Elle est à la fois amie et figure maternelle. C'est donc par elle que Lane reprend les rênes de son humanité. Prête à céder à l'idéologie d'Eri, Lane se ravise. Alice lui rappelle qu'avoir un corps n'est pas qu'un hasard, mais une preuve d'existence. Les émotions, les sensations, les limites de la chair sont les signes de notre authenticité. Lane est réelle, Alice aussi est réelle, et toutes les deux ont leur place dans l'univers. À cette réalisation, Eri perd son emprise sur Lane. Pris de rage, il se contredit lui-même. Il résidait dans le monde virtuel, prônant le délaissement du corps, mais dans son désir d'atteindre Lane, il tente de s'en créer un. Ultime preuve de son incohérence. Après cette longue descente dans le terrier, Lane semble enfin réveillée. Elle perçoit désormais les limites et les failles, mais aussi les beautés qui façonnent l'humanité. À la fin, elle s'est montrée plus divine que le faux dieu du Wired. Et pourtant, dans sa quête pour retrouver son véritable moi, il lui reste encore un fragment à retrouver. Le dernier morceau d'un puzzle qu'aucun algorithme ne pourra assembler à sa place. Après la défaite d'Eri, Alice est brisée. Son esprit, incapable de s'agripper au réel, vacille. En voyant le Wired se manifester dans le monde tangible, la logique humaine s'effondre. Lane tente de lui faire entendre raison, mais peine perdue. Impossible de rendre l'inexplicable cohérent pour un esprit privé de repères. Lane affronte une vérité brutale. Autrefois, elle voyait dans la fuite du corps un échappatoire au réel. Mais cette fois, elle fait un autre choix. Elle ne choisit ni la vie, ni la mort. Elle opte pour un redémarrage complet. Alice, Tout supprimer pour préserver le monde. C'est la décision de Lane à ce moment, où elle comprend enfin l'ampleur des dégâts causés par ses désirs. Elle réalise que les mauvaises expériences comme la rumeur sur Alice ne se règlent pas par un coup de CTRL-Z. Car si c'était le cas, elle ne vaudrait pas mieux que Eri. L'humain passe sa vie à chercher en lui les ressources pour affronter l'échec.
les coups du sort et l'injustice. Et c'est bien cela qui prouve notre humanité. En disparaissant de chaque mémoire, Lane ne fuit pas. Il n'est pas question de facilité ni de renoncement, mais de sacrifice. Une preuve d'abnégation silencieuse. Elle choisit de s'effacer pour réparer, non pas en réécrivant le passé à travers le Wired, mais en acceptant la solitude comme répercussion de ses actes. Lane renonce à son statut, à son image, aux relations précieuses qu'elle avait construites. Elle comprend enfin, dans l'humilité, la véritable nature des liens humains, ce qui existe au-delà des connexions virtuelles. Désormais, il ne lui reste plus qu'une compagnie, les échos vibrants du Wired, les vestiges sonores de son existence, qui se dissipent lentement dans la mémoire du monde. En cela, nous observons un monde où Lane n'existe plus physiquement. Dans cette réalité alternative, Shiza est vivante. Les amis de Lane ne l'ont jamais connue. Et celui qui rêvait de s'élever au rang divin n'est plus qu'un fonctionnaire frustré. Dans cet horizon remanié, le monde retrouve peu à peu de clarté à travers les câbles électriques qui l'emprisonnaient autrefois. C'est comme si Lane n'avait jamais existé. Une idée qu'Alice exprime explicitement. なんでもない。今変なこと思っただけ。変なことって？記憶にないことはなかったことなんだって。記憶？記憶にない人は最初からいなかったって。誰のことを言ってんの？だから誰でもないんだってば。Lane n'est plus personne. Et pourtant, les résonances de sa présence demeurent perceptibles. Ce constat soulève une question essentielle. Quelle est sa véritable nature? Mais avant ça, face à ce nouvel ordre, le cœur de Lane saigne. Ses sanglots résonnent entre deux mondes. Son alter ego le lui rappelle. Ce ne sont là que les conséquences de son choix. でも、それはあなたが望んだことじゃない？そうだけど、誰も変な死に方なんてしていないし、誰も傷ついていないし、誰も憎んだりしない。L'insensibilité de cette autre Lane blesse la petite fille en détresse, évoquant la froideur soi-disant rationnelle d'Eri. Mais cette figure est aussi son propre miroir, ses propres ruminations de l'esprit, ses pensées les plus dures. Et malgré leur dureté, ces manifestations possèdent une forme de lucidité. Elles nous conduisent à une évidence profonde. Depuis le début, nous parlons de réalité, d'hyper-réalité, de superposition supposée entre le Wired et le monde physique, mais nous ne l'abordions que sous le prisme de Eri, en y regardant de près. Tout cela n'est qu'un mirage, comme le déclarait autrefois le père de Lane. Wired はリアルワールドの上位階層なんかじゃないって。あの人はそれを間違えていた。ネットワークは情報を伝えるフィールド。情報はそこにとどまっていない。情報は常に流れて機能するもの。Oui, si l'on retire toute philosophie et toute sophistication intellectuelle, le Wired ou Internet n'est pas un degré supérieur de la réalité. Si tout s'arrêtait demain, et cela finira par arriver un jour, nous serions forcés de reconnaître la nature brute de notre existence. Le réseau et son flux d'informations ne prennent de l'importance que parce que nous les plaçons au centre de nos vies. Nous avons confondu les deux mondes. Cette société a choisi cette confusion. Mais avec du recul, le réel était et demeure ce qu'il a toujours été, même lorsque certains profitent de notre ignorance pour nous faire croire le contraire. La ruée vers l'intelligence artificielle est symptomatique de cette confusion. J'ai même découvert au cours de mes recherches que certains y voient déjà un successeur à la figure divine. Car du progrès émergent des illusions de magie, une magie bionique, un sentiment miraculeux, au point que certains veulent confier à ces outils les rênes de l'humanité. Pourtant, malgré les fantasmes de certains illuminés, la course à l'immortalité est une compétition perdue d'avance. Maintenant, qui est vraiment Lane? Chacun aura son interprétation. Pour ma part, je pense que Lane incarne le lien vivant qui relie les êtres entre eux. Vous, moi, tous ceux qui se croisent, cette connexion, omniprésente, susceptible de s'activer à chaque regard échangé, chaque parole adressée à autrui. Nous n'avons pas attendu les réseaux numériques pour créer ce lien.
consolider des groupes, nourrir des relations. La toile nous a simplement fait croire qu'il était impossible d'établir un lien sans se remodeler soi-même, numériquement. Mais tout cela, nous le faisions bien avant, encore une fois. L'ironie, c'est que nous avons aujourd'hui plus de mal qu'avant à nous en souvenir, à cause de la bulle dans laquelle nous baignons. J'aime à penser que Lane l'a compris. Ainsi, lorsque son alter ego commet l'erreur de la comparer à une divinité, le refus de cette assignation devient l'acceptation de sa véritable nature. レインはどこにでも偏在しているもの。レインはじっと見つめるもの。そうよ、レインは神様なんだよ。違うよ。 Une acceptation encore partielle, que la jeune fille peine à saisir pleinement. じゃあ、あなたは何なのよ、レイン。私はどこにいるの？ C'est la figure de celui qui jouait le rôle du père, qui, dans une scène bouleversante, permet à Lane de contempler le ciel, éveillé, au-dessus de l'obscurité tumultueuse de sa psyché. Lane, もういいんだよ。そんなものをかぶらなくても。お父さん、知ってる？なんだい？私、みんなが好きだって？違うのかい？ J'ai lu quantité d'interprétations de cette scène sur les réseaux sociaux. Pour certains, cette silhouette serait le véritable Dieu qui rassure sa création. D'autres théorisent sur des parallèles bibliques. Je préfère me limiter à une lecture plus simple, celle d'une petite fille qui incarne à la fois le miroir du lien cosmique partagé par l'humanité et la tragédie de ne plus pouvoir en faire l'expérience de façon intime et incarnée, condamnée à être ce qu'elle est au-delà du temps et de l'espace. L'univers est un propriétaire exigeant. Chaque objet, chaque être, chaque parcelle lui appartient, et chacun doit occuper son propre logement. Dans la dernière scène, Alice adulte aperçoit Lane. Lorsqu'elle s'approche, après les salutations, Alice prononce « 前にあったっけ？あったよね。あ、教育実習で行った学校の子？ Interrompu, Lane lui répond « はじめまして。え？はじめまして。だよ。 Le visage désormais paisible. Il semble que la jeune fille ait enfin accepté pleinement sa nature. 私、アリスっていうの。あなたは？レイン。レイン？じゃあさよなら。いつかまたどこかで会えるかもね。そうだね。いつだって会えるよ。 Alors, sommes-nous condamnés? Condamnés à perpétuité dans cet espace de désorientation sensorielle où l'horizon n'est plus qu'une illusion? Avons-nous seulement le choix, ou même la possibilité d'y échapper? À titre personnel, je pense que tout reste possible, dans la mesure où cet espace virtuel, ces médias numériques, se nourrissent avant tout de nos angoisses. Dans cette relation asymétrique, il nous reste néanmoins un choix, celui de couper le cordon qui nous relie de façon symbiotique à ces dispositifs, en reprenant peu à peu les rênes de notre conscience. Évidemment, c'est facile et presque poétique de le dire ainsi, mais je suis conscient que cela relève d'un travail de longue haleine. D'ailleurs, il serait malhonnête de nier qu'il existe un certain confort à se perdre dans ces mondes. Quand on est seul, isolé, se remodeler numériquement, se fabriquer des scénarios de vie idéalisés, devient une tentative contemporaine de survie, dans une société qui a fait de l'image, de la représentation, sa pierre angulaire. Je trouverais donc injuste de jeter la pierre à celles et ceux qui choisissent volontairement ou non l'éloignement numérique. Peut-être faudrait-il plutôt interroger l'environnement qui mène à ce type d'isolement. Il est difficile de bâtir une société idéale à partir d'individus exténués. Lane elle-même n'aurait jamais pu se sortir de cet enfer sans l'aide d'une tierce personne, mais surtout sans sa conscience critique. Sans cela, elle n'aurait jamais remis en question l'idéologie d'Eri dès son apparition. C'était là sa force principale, sa capacité d'introspection. Qui suis-je vraiment? Où vais-je? Et pourquoi? C'est peut-être le message le plus important que je retiens de l'œuvre. Dans un monde suroptimisé, où on nous fournit davantage d'informations,
souvent de qualité douteuse, que de sens, l'esprit critique et l'aide d'autrui deviennent des lunettes contre la myopie mentale. Et en fin de compte, chacun trouvera sa propre voie vers une réalisation positive de soi. Un chemin que j'espère moins dominé par les stimuli visuels et les gratifications symboliques. Un chemin qui pourrait nous mener vers une reconnexion au réel, telle que l'humanité l'a toujours connue. Ainsi peut-être pourrions-nous redevenir pleinement humains. Tout comme Lane, à travers ce qu'elle incarne, aurait voulu que nous le soyons. Oui, au final Lane est partout. Lane vous aime. Elle aime chacun d'entre nous, car Lane nous observe à chaque instant, que nous le voulions ou non. 私はここにいるの。だから一緒にいるんだよ。ずっと。